Bonjour et bienvenue au WebTech sur les deepfakes et IA générative. Donc, vous voyez ici une partie de nos intervenants. On a voulu aujourd'hui traiter le sujet des fausses informations. L'IA générative notamment génère, parce que l'IA générative génère beaucoup de fausses informations. On verra ça d'ailleurs en début de webinaire avec Thomas Gerbeau de Alger. Et donc, on voulait éveiller les consciences sur les risques de ces informations. Notamment avec les élections européennes qui arrivent. On découvrira donc différentes solutions pour certifier des fichiers, pour en vérifier l'intégrité, la compétence et la date. Donc, je vais commencer tout de suite avec un aperçu de l'agenda. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, au programme pour cette heure ensemble, je rappelle que vos micros et caméras sont fermés. Il y a un enregistrement qui sera disponible dans quelques jours, notamment pour les membres SCS, un peu plus tard pour les non-membres SCS. On va commencer sur les risques de l'IA générative avec Thomas Gerbeau, comme je vous le disais. Ensuite, on passera avec Laurent Enoch et Cyprien Vera sur la certification des contenus, et leur intégrité, leurs sources et leurs dates. Et on a la chance d'avoir 2 clients de Kix avec 2 démos live de cas d'usage sur l'email vérifiable et le communiqué de presse vérifiable. Et ensuite, on aura une présentation en binôme, j'allais dire, avec Keops puis Uncov AI, je ne sais pas si on prononce comme ça, Florian. Oui, parfait. Sur la vérification d'informations à double niveau. Et bien sûr, la traditionnelle session questions-réponses où vous êtes invité à poser une question par écrit dans le menu questions que vous devriez voir sur votre menu GoToWebinar. Bienvenue à tous. Alors, je voulais juste vous informer que la Commission européenne se penche sur l'IA générative et a alloué un budget pour différents appels à projets qui sont intéressants, nous semble-t-il, pour différents membres SCS et notamment qui écoutez ce webinaire sur l'IA générative et les fausses informations qu'elle peut générer. Donc là, vous avez un premier appel à projet sur les les Advancing Large AI Models. Une fois, nous sommes là pour vous mettre en relation avec des partenaires si vous avez besoin, vous aider dans le montage du projet, aider à améliorer la qualité du dossier. C'est un premier appel à projet. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus d'informations. Il y a un deuxième appel à projet également qui vient de sortir. La deadline est début septembre, si ma mémoire est bonne, sur une IA robuste et explicable. Et nous sommes là pour vous aider à bénéficier de ce financement public de l'Europe pour pouvoir gagner en compétitivité et construire des briques technologiques qui rentrent dans le périmètre souhaité par l'Europe, qui veut donc asseoir sa souveraineté et son leadership en intelligence artificielle et notamment intelligence artificielle générative. Voilà, nous avons donc une panoplie de speakers aujourd'hui à laquelle vous allez pouvoir écouter l'expertise. Je vais passer la parole sans plus attendre à Thomas, qui je pense est connecté. Et je vais te désigner présentateur si tu veux bien. Oui, bonjour, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Bien. Oui, très bien. Super. Bon, très bien. Alors, c'est un petit peu je vais faire un peu ce que je peux. Je vais essayer de vous présenter ça proprement. Je ne sais pas si vous voyez les slides. Si vous les voyez, est-ce que vous voyez un chat avec des lunettes? Oui, on voit très bien les slides. Ah. Vous pouvez éteindre votre caméra éventuellement. Votre speaker, ma caméra, vous voulez que je la coupe? C'est chaud, ça, cette histoire. Je maîtrise absolument pas Windows. Non, mais je vais pas tenter des histoires de caméra. Donc bonjour, oui, moi je suis un gars Linux. Bonjour, je vais vous parler rapidement des dangers qu'on peut avoir autour de ChatGPT et des LLM. Alors je suis pas là pour faire peur, hein, je suis là pour expliquer comment ça fonctionne. Je vais pas présenter ChatGPT, tout le monde connaît ChatGPT, c'est plus le sujet maintenant. Je vais vous présenter finalement comment ça marche et ce qu'on peut avoir comme souci. Donc normalement, voilà, c'est bon. Donc je vais dire très rapidement qui je suis. Je suis un data scientist. J'ai une centaine de projets
j'ai mis 80, mais maintenant c'est ça, une centaine de projets en data et en IA derrière moi, soit seul, soit avec une équipe de data scientists. J'ai bossé sur pas mal de différents types de sujets, donc soit seul, soit avec une équipe. Je travaille dans la société Algr, qui est spécialisée dans l'algorithmique, les maths et les systèmes experts, donc c'est-à-dire qu'on fait de l'informatique décisionnelle, et puis bon, tout ce qui est lié au traitement de données. On appelle ça maintenant de l'IA, mais moi j'appelle ça plutôt des mathématiques et des statistiques. ChatGPT, c'est quoi? Voilà, là vous avez le plan rapide de ce dont je vais vous parler. C'est quelque chose de fascinant, mais cependant c'est pas franchement une baguette magique. Ça rappelle des choses qu'on a déjà vues dans le passé et dans un passé plutôt lointain, du genre j'étais pas né et je suis né en 80. Et au final tout ça c'est quand même assez sympathique. Alors, ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT, c'est fascinant. C'est fascinant parce que on a un outil qui permet de redéfinir en fait les interactions qu'on peut avoir avec les programmes. C'est pas moi qui le dis, c'est Andrew Ng qu'on voit là, qui s'y connaît un petit peu dans le domaine et qui a souvent un peu des points de vue intéressants. Et j'aime bien cette remarque qu'il a fait sur le fait que ChatGPT et les LLM, donc les modèles de langage en général, peuvent servir en fait d'interface avec des programmes un petit peu compliqués. Je pense qu'il faut garder vraiment ça en tête en fait. C'est une technologie qui est super intéressante et qui peut servir à changer cette façon dont on communique avec les machines. Voilà. Pour l'utilisateur, c'est ça. Faut savoir que quand ça a été présenté, GPT, donc en novembre 2023, c'était quand même plutôt vu comme un prototype qui avait été lancé pour le grand public. Hein. À l'époque, Sam Altman, qu'on voit là, nous expliquait qu'il fallait quand même pas franchement s'en servir pour faire n'importe quoi, que c'était très puissant, mais que ça pouvait avoir des soucis. C'était pas magique. Hein. Alors, il n'est pas revenu sur ses paroles. Bon, après, il raconte beaucoup de choses, Altman, mais il n'est pas revenu sur ses paroles. Mais il faut garder en tête qu'initialement, quand ça a été proposé au public, c'était vu un peu pas comme un jeu, mais comme un agent, comme un prototype. Il fallait pas s'en servir pour faire des choses franchement sérieuses, même si on avait l'impression que c'était magique. C'est vrai que ça dégonfle un peu la bulle, mais c'est quand même Sam Altman qui a dit ça quand ça a été lancé. Hein. C'est parce qu'en fait, en informatique, de manière générale, il n'y a pas de baguette magique. Alors on appelle ça en anglais des silver bullets. Hein. Vous savez, c'est la balle en argent qui est le seul moyen de tuer les loups-garous. C'est un peu le folklore, mais il y a quand même il y a un peu cette idée en info que dès qu'on a une nouvelle techno, ça va sauver le monde, ça va permettre de résoudre plein de problèmes facilement. C'est la bonne solution, le bon outil. On le voit souvent. On l'a vu parfois avec blockchain sur certains sujets. Alors ça a des usages, hein, mais ça sauve pas le monde. On l'a vu avec le réseau de neurones. On avait l'impression que c'était quelque chose qui allait absolument résoudre tous les problèmes de l'informatique, du traitement de données. Évidemment, c'est complètement faux. Mais il y a toujours cette tendance à vouloir voir une nouvelle techno comme quelque chose qui est magique et qui résout tous les problèmes. C'est pas vrai. Et c'était déjà dit dans les années 70. Les gens oublient ce genre de choses-là. Il n'y a pas de baguette magique en informatique, et donc les LLM et ChatGPT n'est pas une baguette magique qui ne résout pas des problèmes de manière automatique. C'est pas vrai en fait, même si la hype fait que on pense un petit peu ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ChatGPT en fait? Comment ça fonctionne? En fait, ChatGPT et les grands modèles de langage vont faire des copier-coller. Ils vont faire des copier-coller de texte sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ils vont récupérer, ils vont prendre un grand corpus de texte. Alors quand je dis grand, il faut entendre absolument énorme, l'intégralité des textes disponibles de manière informatique. Ils vont les couper en petits morceaux, faire des statistiques assez compliquées et réussir après à réassembler des réponses à partir de ces petits morceaux. C'est comme ça que ça marche. C'est du copier-coller, complexe, mais c'est du copier-coller. Et le but du jeu, c'est de produire une réponse qui a l'air réelle. C'est tout. C'est déjà génial d'un point de vue technique. Franchement, c'est bluffant, mais c'est tout. C'est du copier-coller. C'est pour les plus âgés, c'est une sorte de cadavre exquis. Mais à l'échelle industrielle, c'est comme ça que ça fonctionne derrière. C'est comme ça que ça marche pour le texte. C'est comme ça que ça marche pour les images. Ces images que vous voyez sont fausses. Bon, à droite, on aimerait bien que ce soit vrai, mais elles sont fausses, ces images. Elles ont été créées par des outils à peu près similaires au fonctionnement des LLM, mais pour des images. Là, c'était Midjourney. Bon, j'ai pris les images sur Internet. Et donc, ces images ont été générées par un programme qui a fait la même chose. Ils ont récupéré beaucoup d'images, coupé en morceaux, réassemblé avec des mathématiques un petit peu, même franchement compliquées, et puis fourni ces images en sortie, qui sont fausses et qui sont quand même d'une très bonne qualité.
Et c'est ça qu'il y a derrière. Il y a vraiment cette notion de copier. Je comprends pas bien ce que je fais, mais je copie-colle et comme j'ai beaucoup de données, ça marche bien. C'est exactement pareil pour le texte. Alors j'ai mis des citations qui expliquent que c'est pas moi qui délire sur ces choses-là, mais disons que vous le connaissez déjà. C'est ça qui commence à parler de bullshit generator. C'est un peu abusé, mais dans l'idée c'est quand même un petit peu ça. Ce serait un bon bullshit. Et tout ça, ça rappelle des choses qu'on a déjà vues. Oui, on a déjà vu ça. Il y a déjà eu des agents conversationnels, en fait, qui existaient dans les années 70. Le premier qui marchait bien s'appelait ELISA, qui a été programmé par la personne qu'on voit là, 70 à peu près. Hein. Et donc, il avait créé un programme qu'il avait mis sous la forme d'un psychothérapeute virtuel qui, en fait, posait des questions aux gens par une interface textuelle. Et les gens interagissaient un petit peu avec ça. C'était un projet de recherche, mais ça dit, ça avait marché. Et les résultats étaient assez bluffants, c'est-à-dire que les gens qui voyaient, qui parlaient, qui écrivaient avec cet agent conversationnel qui lui parlait, avaient l'impression qu'il y avait quelque chose derrière. Et pourtant, c'était franchement très basique. C'était déjà bien à l'époque parce que ça fonctionnait, mais c'était basique en fonctionnement et préhistorique par rapport au LLM et aux équivalents de ChatGPT. Mais ça fonctionnait. Et tant et si bien qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelle un effet ELISA. Donc là, c'est en anglais, c'est Hofstadter qui en parle, hein, qui est une personne qui est reconnue dans le domaine, qui nous expliquait c'était quoi, ce qu'était cet effet ELISA. Donc à droite, vous voyez, à droite, c'était le prompt. C'est affiché comme ça sur l'écran. C'était une conversation réelle. ELISA, c'est donc le bot. Et donc il a mis en évidence, Hofstadter, le fait qu'il y a un effet ELISA, qui consiste en gros à dire que moi, humain, quand je parle à un ordinateur qui me répond et quand j'interagis, c'est moi qui vais mettre quelque chose derrière cet écran. C'est moi qui, derrière cet écran, vais supposer qu'il y a quelqu'un qui me parle, quelque chose qui me répond, qui a une forme d'entité, un humain, quelque chose comme ça qui va me répondre. Et on a tendance, nous humains, à faire ça en fait. Puisqu'il me parle, c'est que derrière, puisque quelqu'un me parle avec un langage que je maîtrise, moi, en tant qu'humain, alors c'est potentiellement derrière, il y a peut-être quelque chose qui ressemblerait à un humain ou au moins ressemblerait à une intelligence. Ce qui est faux, mais c'est naturel de faire ça. Et ça s'appelle l'effet ELISA, qui n'est pas très connu, mais qui a vraiment été vu et étudié suite au chatbot des années 70. Et cet effet revient en fait. Ça revient. C'est à chaque fois, on a un peu ce genre de choses-là. Alors là, c'était Hofstadter qui disait ça, mais il notait en 80 que ça revenait, cet effet. Et bizarrement, là, ce qu'on a actuellement avec ChatGPT, c'est ça, hein, on lui parle, on lui répond. On est gentil, on est poli, on s'énerve, on dit il ou elle, mais on le personnifie en fait. On le fait tous, c'est humain. Mais il faut pas oublier que c'est pas vrai derrière, c'est pas vrai ce qu'il y a derrière. Donc GPT relance un peu en fait cet effet, même le relance à fond, et ça a déjà été étudié, cet effet. C'est ça qui est, cette partie dit ça, c'est que ça a été déjà étudié, et ne tombons pas dans le panneau en fait. C'est pas parce que ça me répond bien que c'est un humain, non, c'est un programme. Et c'est pas grave en fait, c'est un programme. Pourquoi des conversations rigolotes? Vous verrez un petit peu après. Là, j'ai pris trois pontes du domaine. Alors, j'ai pris des personnes un peu âgées avec une barbe, parce que souvent on les croit. Mais c'est quand même des gens qui connaissent tout à fait bien le domaine et qui sont des experts, qui nous expliquent. Alors là, Daniel Dennett, qui est mort avant-hier ou avant-avant-hier, philosophe qui travaillait dans l'IA, nous dit ça, qu'un LLM, typiquement, c'est quelque chose qui va plutôt te raconter une histoire plutôt que te raconter l'histoire. C'est intéressant. Ça fournit un récit plausible, mais c'est pas le récit historique. Un LLM va pouvoir sortir un biopic de Napoléon, ce sera pas le Napoléon qu'on connaît nous, celui qui a existé. Ce sera un autre, plausible. Vous voyez, c'est intéressant ça. Il nous raconte des choses. Rodney Brooks se dit un petit peu différemment avec ses mots. Alors lui, il est très direct, mais c'est ça qui est bien. Il a ce sens de la punchline. ChatGPT, en fait, il produit des textes qui ont l'air bons. Et ça dit un peu la même chose. C'est des programmes qui ont été entraînés à fournir un contenu, alors texte ou image, mais là c'est texte, qui ont été entraînés à fournir un contenu qui est plausible. Et donc, ils ont très bien réussi. Mais plausible, ça ne veut pas dire vrai. Ça veut dire plausible. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Donc si on garde ça en tête, on comprend un peu mieux. Il nous répond bien. Vous voyez, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Par contre, on peut le croire. On a envie de le croire. Mais derrière, c'est pas vrai. On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Je finis avec une dernière citation, j'aime bien les citations, de Donald Knuth, qui est un des papes du domaine de l'algorithmique, qui parlait donc à Stephen Wolfram, qui est un peu connu, et qui nous expliquait, bon, j'ai regardé ChatGPT il y a quelques temps, c'était il y a 1 an à peu près ça, j'ai regardé ça il y a quelques temps, bon, ça marche bien, quand il pose des questions, on lui répond, enfin, quand on lui pose des questions, il répond, c'est souvent pas débile, parfois c'est complètement idiot, mais souvent c'est bien, et Donald Knuth nous dit, bon, c'est super intéressant tout ça, bon, voilà, maintenant, peut-être on va repartir à des choses un peu plus sérieuses. Quand Knuth dit ça, c'est que, bon, voilà, c'est pas des perdreaux de l'année, si vous voulez, ils en ont vu passer des projets. Je vais conclure là-dessus. J'ai déjà dû dépasser mon temps. Je vais conclure là-dessus. ChatGPT, les LLM en général sont des outils vraiment fascinants, qui permettent de repenser d'une façon différente les interfaces avec les machines, et ça c'est vrai, et on le voit. J'ai pas parlé des prix, parce que OpenAI le proposait, là j'avais enlevé celui-là, mais ça coûte très très cher. OpenAI propose de faire des réentraînements de modèles custom à partir de 2-3 millions d'euros. C'est cher, c'est extrêmement cher. Donc si OpenAI, qui a fait ChatGPT, demande autant d'argent pour entraîner un modèle en custom, c'est pas vous qui allez le faire chez vous sur un petit GPU en 5 minutes. C'était 2-3 millions. ChatGPT va produire du contenu qui a l'air bon. Point super important, qui a l'air bon, et qui n'est pas bon, mais qui a l'air bon. N'oubliez pas l'effet ELISA. On a toujours tendance à mettre quelque chose derrière un programme qui nous parle. C'est humain, c'est normal. Et bon, voilà. Et enfin, dernière citation, n'oubliez pas qu'en informatique et en IA, toutes les choses qui ont l'air simples sont difficiles. Pour nous, en tant qu'humains, parler, c'est facile. Avoir des idées, c'est facile. Avoir un raisonnement, c'est à peu près facile. Pour une machine, c'est absolument horrible à faire. Je conclue là-dessus. Moi, je trouvais que GPT, c'était très intéressant. Mais maintenant, en fait, je m'en sers absolument pas. Et tout se passe très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas pour ces références aussi à des philosophes toujours intéressantes et des introductions sur l'IA en général et là sur l'IA générative en particulier. On va poursuivre. Si vous avez des questions pour Thomas, elles sont bienvenues. Vous pouvez les écrire dans le module questions d'ores et déjà. On va les traiter à la fin de ce webinaire. Je partage mon écran et le mode présentateur maintenant avec Cyprien Vera, VP Marketing de Kix. Il va vous présenter différentes solutions justement de certification de tenue, comment pallier à ce problème de fausses informations et hallucinations générées par l'IA générative. Bonjour Cyprien, tu peux allumer ta caméra quelques secondes pour qu'on revoie à quoi tu ressembles. Voilà, super. Merci. Bonjour Laurent. Laurent Enoch. Bonjour à tous. Donc, Cyprien Vera, je suis accompagné de Laurent. C'est à toi. Depuis l'avènement des IA génératives. Et puis, vous proposez un panorama de cas d'usage, vous présentez notre procédé, et puis on a la chance d'avoir 2 clients, donc Bluecrest et Enedis, qui interviennent et qui vont vous présenter des cas concrets d'utilisation de Cyprien, excuse-moi de te couper, mais je crois qu'on ne voit plus ton écran. Depuis 3 secondes, oui. Oui. Super, là on le voit à nouveau, bien. Est-ce que c'est OK? Merci. Allez, super, merci beaucoup. Pour poser un petit élément de contexte, on s'en est rendu compte, on est submergé par les informations, soit des emails personnels et professionnels, des emails et il y a une étude intéressante de Statista qui, à l'époque, il y a quelques années, mais qui montrait le volume exponentiel de création de données numériques. Et là, on ne parle pas de quelques milliards, quelques milliards de terres, on est vraiment sur plusieurs milliards de gigaoctets. C'est des tonnes d'octets, donc c'est des données impressionnantes qui sont créées chaque année. En tant qu'humain, ça a forcément des répercussions sur nos capacités cognitives à traiter ces infos. De plus en plus compliqué. À la suite de ça, donc on a eu un développement des faits
Zèbre en France, qui est le cas classique, a subi une attaque faux communiqué de presse. L'attaquant a dépensé à peu près 30 euros, comme on le voit, un faux nom de domaine en 26.group et une ligne téléphonique. Donc, ça a été dramatique pour Vinci parce que donc, le communiqué a annoncé notamment la démission du CFO suite à des problèmes sur les comptes. Et le cours de bourse a chuté instantanément de 18%. Ça a représenté une perte de c'est Berg, en fait, relais cette information et qu'il a relayé parce que le communiqué de presse, le contenu n'était pas vérifiable. Depuis pas mal d'années, il y a 2-3 ans maintenant, on entend beaucoup parler d'IA générative et on voit que ça engendre des risques assez importants, ça accélère et surtout ça rend accessible n'importe qui. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. La possibilité de créer des faux plus vrais que nature. Donc ça entraîne pas mal de problématiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer en début d'année un cas qui a eu lieu à Hong Kong et donc un employé qui était en visioconférence pensait être avec son board et en fait c'était des images deepfake qui étaient générées automatiquement et donc il a transféré 26 millions de dollars en croyant avoir son board en face de lui. La photo du pub, on l'a vu, on a des images qui deviennent de plus en plus réalistes. On a donc des fake news qui apparaissent, des deepfakes, beaucoup de cyberattaques, de phishing. Et donc là, ce serait intéressant que Blue nous présente son cas. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte personnellement, mais il y a des emails de phishing qui sont de plus en plus personnalisés et ça, c'est grâce à l'IA générative. Il est très facile de créer un email personnalisé en demandant un petit peu de contexte sur la personne ou sur l'entreprise. Ça pose des risques importants, des risques financiers pour les entreprises, des risques réputationnels, des risques cognitifs, et ça engendre des tas de menaces pour les entreprises. Donc, on le voit devenu vraiment de plus en plus difficile, voire même impossible maintenant pour l'œil humain de différencier le vrai du faux. Et donc, il y a une seule solution à nos yeux qui va permettre de lutter contre ça, c'est de signer numériquement l'ensemble et donc, je vais laisser Laurent vous faire une petite présentation de notre procédé. Permet de protéger pour facilement vérifiable tout type de fichier. Oui, bonjour à tous. Donc, Kix a été inventé pour résoudre ce problème, en fait, c'est-à-dire permettre que deux acteurs à distance puissent avoir confiance dans les données qui sont échangées, que ce soit des machines ou des humains. Au départ, c'était prévu pour des machines, et puis je me suis rendu compte que ça marchait pour les humains. Et donc, le procédé de Kix permet de prendre un fichier et de l'équiper de preuves autoportées avec comment dire, de manière universelle, c'est-à-dire que le fichier, le format de fichier de départ n'a aucune idée de ce que fait Kix, mais en fait Kix n'affecte pas l'utilisation normale du fichier, ça se fait, il y a un savoir-faire pour faire ça, pour aller écrire dans des métadonnées à des endroits qui sont utilisables. Et donc, le procédé va permettre de mettre dans le fichier une preuve d'intégrité qui est d'une très bonne qualité, on le pense, avec un système de multi-hash. Alors, c'est de la crypto, mais voilà, qui est un système de multi-hash qui est original, des signatures multiples. Donc, par exemple, une signature d'une entité juridique, corporate, c'est-à-dire voilà, une société qui est obtenue par un cachet serveur, et puis des signatures de participants qui sont présents devant un portail web, par exemple, dans des conditions qui permettent d'empêcher que quiconque puisse faire un faux, parce que les clés privées des participants ne sont connues que d'eux-mêmes. Hein, c'est des procédés qui sont exactement les mêmes que ceux utilisés dans le contexte des blockchains ou
de paiement en Bitcoin, par exemple, hein, il n'est pas possible de payer à la place de quelqu'un d'autre, eh bien, KeyX permet qu'il ne soit pas possible de créer un document à la place de quelqu'un d'autre. Et ce système est complété par une liaison très étroite avec la blockchain, qui permet d'associer un fichier donc, qui devient inviolable grâce au procédé, des propriétés variables, parce que malgré le fait que ça doive être inviolable, il existe parfois des propriétés variables, comme par exemple la personne qui a le droit de faire valoir quelque chose par rapport à un document, ou bien le statut du document, est-ce qu'il est expiré, est-ce qu'il est, voilà, quelle est sa classification de confidentialité, des choses comme ça qui peuvent changer au cours de la vie d'un document et qui doivent être tracées. Et donc, KeyX permet de créer un lien bidirectionnel inviolable entre le fichier inviolable et puis les registres qui tracent des propriétés variables avec des applications très nombreuses. Voilà, Cyprien, si tu veux reprendre. Oui, super. Pour comprendre, c'est qu'on prend le quai du fichier du alors ça marche. Donc, on diffuse la solution. Vous visez ce fichier au format choisi. Se protège via notre. Donc, le fichier conserve son avance et son format. Et KeyX ne voit pas les fichiers de nos utilisateurs. On voit pas du tout le contenu. Et donc, ensuite, le fichier est protégé. Il peut être diffusé très facilement. Et ensuite, on met à disposition des modes de vérification pour vérifier si on a été modifié, et puis donner des informations sur le source et la date. Et donc, je vous propose de vous faire une petite démonstration très rapide, et puis après, on passera aux exemples de Bluecrest et d'Enedis. Alors, pour protéger un document, comme on va le voir, c'est assez simple. Il suffit de faire un glisse-déposer sur l'outil. Le traitement se fait localement dans le navigateur, vers un fichier que l'on va pouvoir venir poser. Le vérificateur est mis à disposition gratuitement sur le site web. Et donc, ce fichier, je vais pouvoir le modifier. Donc, je vais l'ouvrir sur Adobe Reader. Si j'ai pris le nom d'info communicateur, c'est imaginons que quelqu'un de mal intentionné souhaite modifier le chiffre d'affaires du groupe. On va l'enlever. J'espère que j'ai publié. On va faire une nouvelle vérification. Ici, on voit bien que le fichier a été altéré parce qu'il y a eu modification que le fichier de son intégrité. Donc, ça offre la preuve aux personnes qui vérifient que le fichier n'est pas authentique. Voilà pour la démonstration. Je propose de laisser la main à Gaël de Bluecrest qui va vous présenter la session d'email vérifiée. Bonjour Gaël, vous pouvez allumer éventuellement votre caméra. Je vous ai désigné présentateur. Bonjour à tous, je suis avec Pierre Fauché. Bonjour. Et je vais vous montrer mon écran, ce qui devrait fonctionner en quelques secondes. Voilà, j'espère que tout le monde voit. C'est bon, c'est visible? Mais oui, je peux peut-être enlever la caméra, comme ça ce sera mieux. Voilà. Il faut juste que je fasse sur l'écran. Donc en 2 secondes pour se présenter, donc nous, Bluecrest, on est un groupe mondial américain tout d'abord, historiquement spécialiste dans le monde du courrier, vu qu'on doit avoir à peu près peut-être 70-75% des courriers mondiaux qui passent sur nos machines, mais également sur un certain nombre de nos logiciels. Donc on a une très grosse spécialisation dans tout ce qui est intégralité dans le monde, on va dire également du document physique, mais du document numérique en amont. Et ben, notre métier étant un peu en baisse quand même sur le courrier, je pense que tout le monde en est bien conscient, on a travaillé de plus en plus sur l'email en partenariat avec KeyX. Et en fait, les sujets sur lesquels on a pu travailler, pardon, j'essaie de faire avancer ça correctement. Voilà.
a été de travailler sur la partie de l'email frauduleux, vu que tous nos clients, nous, historiquement, se sont mis à migrer du physique au digital. Donc, et une des problématiques autour du digital et de l'email, c'est de s'assurer, en l'occurrence, que l'expéditeur soit le bon. Est-ce que je peux cliquer sur mon email? Est-ce que je peux cliquer sur ma pièce jointe, etc. Donc, ça, c'est les grands sujets sur lesquels on a essayé de travailler. Et en s'appuyant sur la solution que vient d'expliquer en quelques mots Cyprien et Laurent, on a rajouté un certain nombre d'éléments qui permettent notamment de faire un add-in sur Outlook et au moment d'émettre l'email, avec ou sans pièce jointe, de venir l'encrypter, de venir mettre les éléments dans la blockchain tel qu'a pu l'évoquer Cyprien, de créer une identité numérique et de ce fait que le receveur de l'email puisse s'assurer que l'émetteur soit le bon et que la pièce jointe à aucun moment n'a été altérée. Donc ça, c'est le concept d'une manière assez générale. Donc on l'a développé, on l'a adapté pour un univers Outlook, bien évidemment, parce que c'est l'univers qui est le plus utilisé par l'ensemble des clients. Et on a en parallèle fait un certain nombre d'adaptations, développements pour l'univers mobile, que ce soit sur l'univers Android ou l'univers Apple, avec ce même type de sujet. On n'avait pas prévu de démo, vu que comme on m'a dit 4-5 minutes, on l'a traité sur Slide, c'est qui est un peu le seul moyen de le traiter très rapidement. Mais voilà, si quelqu'un souhaitait une démo plus en avant, on serait ravi de la faire de manière très précise. Et d'une manière générale, voilà les sujets qu'on a été capable de développer, sur lesquels on travaille avec un certain nombre de clients français, américains. Alors, sachant que nous, nos clients sont des gros donneurs d'ordre, vu qu'on va traiter des acteurs plutôt bancaires, assureurs, des ministères. En France, ça va être des ministères on est dans la période des impôts, donc voilà, on va traiter les documents des impôts, les amendes, les documents des URSSAF, de Pôle emploi. Donc on est vraiment chez les institutionnels, donc c'est nos sujets avec lesquels on peut travailler. Évidemment, on peut downsizer et travailler avec des plus petits clients, ce qui est bien logique si certains étaient intéressés par ce type de service. Voilà en quelques secondes et au plaisir de répondre à quelques questions tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Gaël pour Je vous en prie. cette présentation. On va passer à un deuxième cas d'usage avec Enedis. Audrey Boissonneau, je vous désigne présentateur si vous voulez bien, pour traiter le sujet des communiqués de presse vérifiables. On voit bien votre écran, Audrey, c'est parfait. Et par contre, votre micro est coupé, je crois. Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez désormais? Oui, très bien. Ok, parfait. Très bien. Bonjour à tous. Donc, comme pour Bluecrest, je vais simplement vous repréciser qui est Enedis très rapidement. On est une entreprise de service public. On gère la distribution de l'électricité sur 95% du territoire en France. Donc, c'est les lignes qui arrivent jusque chez vous, les lignes électriques qui arrivent jusque chez vous pour ensuite avoir de la lumière notamment et des ordinateurs sans quoi l'IA ne fonctionnerait pas. On emploie 40 000 personnes donc, en France et globalement, le réseau électrique que l'on exploite, il appartient aux collectivités. Il est très grand, c'est le plus grand d'Europe. Il fait 1,4 million de kilomètres, c'est 35 fois le tour de la Terre. Et donc voilà, donc vous voyez qu'en gros, on est une entreprise très orientée service public. On est un service public. On agit pour le compte des collectivités. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'on est très engagé avec ses clients, qu'on continue à appeler quand même des clients et non pas des usagers. On est très connecté avec ce monde-là et donc on a besoin d'établir un lien très fort de confiance avec nos publics, puisqu'on gère l'alimentation électrique de 37,5 millions de clients. On est la première grande entreprise du secteur de l'énergie à devenir entreprise à mission depuis juin 2023 et avec pour raison d'être d'agir pour un service public de la distribution d'électricité innovant, performant et solidaire et de raccorder la société aux défis collectifs d'un monde durable. C'est aussi pour redonner le
cadre dans lequel on évolue, on est très regardé, on est très contrôlé et néanmoins on utilise des technologies innovantes qui sont à disposition pour protéger l'information de nos clients. Donc pourquoi je vous précisais ça? Je vous le disais à l'instant, c'est parce que nous avons besoin de maintenir la confiance avec nos publics. On manie leurs données. Vous avez tous probablement un compteur Linky chez vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Le compteur Linky, il comporte de la donnée, on maîtrise de la donnée, on a de la donnée chez Enedis. Et donc ça, il faut que les clients, quand ils acceptent le compteur Linky chez eux, ils soient en totale confiance avec l'entreprise qui est Enedis. Donc, on a vraiment cet enjeu de confiance, à la fois de la maîtrise de la donnée, mais aussi du coup de l'information que l'on délivre à nos publics. Moi, en tant qu'attaché de presse, évidemment, mon objectif, c'est que le journaliste ait une information fiable et vérifiée, vérifiable si besoin. C'est la raison pour laquelle on est passé par une solution comme Kix. Je fais un tout petit dézoom sur la notion d'entreprise innovante et d'utilisation de l'IA, puisque au-delà de la partie communication pour laquelle j'interviens aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle dans nos domaines techniques dans l'entreprise. Par exemple, on fait de l'analyse de photos qui ont été prises au préalable par des drones sur le réseau électrique pour que l'IA nous aide à identifier les endroits dans lesquels on doit intervenir de manière prioritaire. Cette détection grâce à l'IA nous a par exemple permis en 2023 d'éviter 30 000 déplacements. Ça veut dire qu'on a fait des interventions précises, efficaces, et donc que pour la collectivité, on gagne de l'argent tous. Pas Enedis, mais l'ensemble des Français. Et cette IA nous permet aussi de prévoir des incidents éventuels sur les réseaux en allant inspecter, en ayant une connaissance très fine du réseau. Revenons-en à l'utilisation de Kix. On a commencé notre expérience, notre petit voyage avec Kix et avec Cyprien en particulier depuis 2021. Et donc, finalement, notre retour d'expérience, c'est qu'il a fallu passer par un certain nombre d'étapes avant d'en arriver à une utilisation en mode run aujourd'hui. Il a d'abord fallu que l'on vérifie la compatibilité de l'outil Kix sur notre environnement SI côté Enedis. Donc là, évidemment, il a fallu que je travaille avec les interlocuteurs côté DSI pour vérifier que la solution était compliante. Il y a ensuite eu le step d'après qui a été l'intégration du vérificateur Kix sur l'environnement Enedis.fr, puisque chacun, on a nos modes de développement, nos fonctionnalités, on a aussi nos runs d'exploitation informatique. Et donc, ça a été également, ce vérificateur, c'est ce que Cyprien a montré. Il y a eu également le besoin de... Oui, j'entends également un groupe de... Je ne sais pas si... donc voilà, donc il y a eu l'intégration du vérificateur Kix, puis la formation des premiers utilisateurs. Une fois qu'on a été convaincu de la nécessité de certifier nos communiqués de presse, eh bien, on a été les premiers utilisateurs à la direction de la communication et précisément au service de presse pour mettre les mains dedans, entre guillemets, donc vraiment, selon le schéma que Cyprien a présenté tout à l'heure, avoir du fichier original d'un PDF, comment on en fait un document certifié et qui comporte une information juste. Donc, moi-même, j'ai dû me former, mes collègues également, et finalement, c'est devenu au sein de l'équipe une habitude, une nécessité aussi, que dès lors que l'on diffuse un communiqué de presse, il soit certifié. Une fois que nous avons été nous-mêmes embarqués tous dans cette dynamique, évidemment, on n'est pas les seuls à la tour d'Enedis à la Défense à communiquer. On a 25 directions régionales en France qui ont elles-mêmes des enjeux de communication locaux sur leurs initiatives locales. Néanmoins, un journaliste reste un journaliste. La relation de confiance avec les Français reste quelle qu'elle soit, où qu'elle soit en France. Et donc, on a eu besoin de déployer cette certification aux utilisateurs des 25 directions régionales que nous avons chez Enedis. Donc ça a pris du temps, évidemment, des sessions de formation, des sessions d'onboarding, pour en arriver aujourd'hui à 133 utilisateurs de Kix,
que l'on a choisi de réserver cet outil uniquement aux équipes de communication, puisque c'est un outil qui nous sert de notre côté à la certification et au lien de confiance avec les journalistes. Voilà pour vous faire un peu le récap et comment on a procédé dans l'entreprise. Je ne vais pas revenir sur la démo puisque vous l'avez eu tout à l'heure. Les interfaces, elles sont celles que vous avez vues. On a pu customiser la nôtre avec le petit logo Enedis. On a également eu tout un process d'utilisation de nos propres systèmes de sécurité interne pour accéder directement à Kix. Ça a été tout un procédé supplémentaire avec la DSI, mais globalement, aujourd'hui, l'outil Kix est complètement intégré dans notre écosystème informatique en interne. Donc ça, c'est le côté utilisateur Enedis à gauche. Et vous avez le côté journaliste. Donc sur enedis.fr, le vérificateur est un outil qui est complètement intégré dans le site. Sur chacun de nos communiqués de presse, évidemment, on intègre un lien cliquable qui dit que le communiqué de presse qu'ils ont entre les mains est vérifiable avec l'adresse l'URL qui va bien, de manière à ce que chaque journaliste puisse aller vérifier, donc drag and dropper le CP à l'intérieur de ce vérificateur. Aujourd'hui, 3 ans après sur Kix, où on en est, on est à 100% de nos communiqués de presse qui sont certifiés. On n'a pas, et heureusement, connu de fake news issues de nos communiqués de presse. On a sorti des statistiques, on est à 236 kixages côté direction de la communication et 1680 par les 25 directions régionales. Et sur le vérificateur lui-même, on est à un pic de 259 utilisateurs en novembre 2023, qui correspond à la temporalité d'une intensité médiatique pour Enedis, qui était la gestion de la crise suite à la tempête Kiaran qui a traversé la France. Donc, on voit à travers cette consultation, enfin ce chiffre aussi des 259, que c'est vraiment un outil qui nous sert en temps de communication à vérifier l'information, à ce que les journalistes soient, là encore, en capacité de vérifier toujours leur information avec un outil fiable. Et ce que l'on se dit côté Enedis, et ce seront les prochaines étapes, c'est que finalement, les communiqués de presse, c'est un bout de l'histoire, mais on peut tout à fait aujourd'hui retrouver les photos détournées, réutilisées par les différentes plateformes d'IA. Et donc, on aurait probablement un enjeu à certifier également les photos et les contenus globalement que l'on met à disposition sur enedis.fr. Et je suis évidemment à disposition pour vous partager mon expérience si vous avez des questions complémentaires. Merci beaucoup. Merci Audrey pour cette présentation et cette solution que vous avez implémentée donc, chez Enedis autour des communiqués de presse. On va passer maintenant à la présentation de Nadia Kedrougui, donc CEO de Keops. Puis, on passera aussi à la présentation à Florian Barbaro de Uncover, donc pour une présentation pour, je dirais, une vérification d'informations à double niveau, avec d'abord donc Nadia qui va nous présenter son approche pour fiabiliser les contenus générés et qui va nous répéter qu'on ne peut pas faire confiance à l'IA générative, notamment au LLM. Et puis ensuite, on passera la parole à Florian qui vient de rejoindre l'écosystème SCS, je crois. Donc Nadia, c'est à vous. Votre micro est coupé. Enfin, moi, je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super, merci beaucoup. Alors, je suis Nadia Kedrougui, je suis la cofondatrice de Keops. Donc, chez Keops, on développe une plateforme d'IA générative à destination des entreprises, donc qui est basée sur des modèles plus petits, plus frugaux et surtout réentraînés pour répondre aux besoins des entreprises françaises, ce qui est un gros enjeu. Donc, la plateforme, elle permet de créer du contenu tout en étant cadrée par un certain nombre d'outils de vérification. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la confiance au LLM. Alors, comme ça a été déjà dit auparavant, effectivement, c'est très compliqué de faire confiance à un LLM tel que ChatGPT ou même les autres, parce que ça crée énormément d'hallucinations, ça a été déjà expliqué. Il y a aussi beaucoup de fausses informations. Il y a également l'obsolescence des informations qui sont produites, parce que la plupart des LLM ont
arrêté leurs entraînements souvent un an avant ou quelques mois avant, ce qui fait que faire confiance à la fiabilité de l'information qui est générée, c'est très compliqué. Ensuite, on a l'inexplicabilité, donc il n'y a pas de LLM qui aujourd'hui peut expliquer sa génération ou pourquoi il a créé telle ou telle information. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'année dernière, il y avait une affaire retentissante aux États-Unis où deux avocats ont été sanctionnés parce qu'ils ont mis dans leurs conclusions justement des affaires que ChatGPT a totalement inventées. Donc, 6 jurisprudences totalement inventées par ChatGPT. Donc, le cabinet a été sanctionné par le juge et ça leur a valu une humiliation internationale. Ensuite, alors comment y remédier? Chez nous, en fait, on a une approche très pragmatique. On intervient à plusieurs niveaux. Déjà, d'une part, sur l'entraînement de nos LLM, parce que le fine-tuning, alors tout à l'heure, ça a été dit, effectivement, le fine-tuning coûte très cher, sauf qu'aujourd'hui, un modèle comme ChatGPT, il a 400 milliards de paramètres, aller fine-tuner ça, c'est effectivement de 1 à 2 millions d'euros d'investissement, ce qui est complètement hors de prix. Nous, en fait, on a pris le parti d'aller sur des plus petits modèles et surtout, aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent de fine-tuner les modèles avec un coût, on va dire, raisonnable pour une entreprise. Ensuite, on a la RAG pour la vérification des faits. La RAG, c'est la récupération d'informations sur les bases de données d'une entreprise. Et enfin, on a le fact-checking. Alors, un cas d'usage assez représentatif, en fait, avec lequel sur lequel on travaille avec Uncov AI, justement. On a un groupe de presse qui nous a demandé de pouvoir automatiser, on va dire, la création d'articles pour un certain nombre de thématiques qu'ils ne traitent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas beaucoup de ressources, on va dire, en interne pour pouvoir la traiter. En fait, ils reçoivent tous les jours beaucoup d'informations par email, ils reçoivent aussi des communiqués de presse, on en a parlé juste avant, et ils reçoivent à peu près 200 communiqués de presse, donc ils n'ont pas la capacité à les traiter. L'idée, c'était de les aider en fait à catégoriser et à classifier ces données entrantes pour pouvoir en fait créer derrière de l'information qui est exploitable et surtout qu'on pourra mettre en ligne. Et donc, quand ils reçoivent les CP ou de l'information par mail, on utilise l'API de Uncov justement pour détecter si ce sont des informations qui ont été générées par l'IA et on exclut automatiquement ces informations. Et ensuite, on récupère les informations qui ont été validées, enfin plutôt qui ont été vérifiées. On va créer un draft d'article et puis ensuite, on va vérifier encore une fois les informations en ligne. Alors, on a plusieurs bases de connaissances, on va dire, ou plutôt de sources d'informations vérifiées. On utilise notamment l'API de l'AFP sur du fact-checking. Ensuite, on crée, et donc l'article, une fois qu'il est validé, il est pushé justement à l'utilisateur. Et l'utilisateur final, donc l'humain reste toujours dans la boucle. L'utilisateur final va vérifier encore une dernière fois avant de mettre en ligne. Ensuite, on a sur la plateforme même aussi, on l'a conçu pour qu'il y ait des vérifications à plusieurs niveaux. Donc, on donne la possibilité de créer du contenu donc grâce à nos LLM. Mais nos LLM, en fait, ils sont augmentés par des outils et des outils de vérification. Donc, que ce soit des vérifications des faits, donc via des API, donc comme je l'évoquais, l'API de l'AFP, par exemple, pour la vérification des news ou des fake news. On utilise aussi l'API de Légifrance pour tout ce qui est, comment dire, réglementation juridique, etc., pour avoir l'information en temps réel. Ensuite, on a les bases de données de l'entreprise. Donc, l'IA, en fait, elle est connectée aux bases de données de l'entreprise. Donc, l'utilisateur, quand il crée un document, il a la possibilité de venir vérifier l'information par rapport à sa base de données. Et il a aussi la possibilité de vérifier son contenu
là, sur analyser, là aussi, si par exemple c'est une donnée entrante, ce n'est pas un document qu'il a créé, il peut le mettre directement dans l'éditeur et aller vérifier si le contenu a été créé, généré par l'IA ou pas. Hop. Et donc tout ça pour finir. Pour dire qu'en réalité, les LLM ne sont ni des baguettes magiques, ni des boîtes du chaos. C'est-à-dire qu'avec les bonnes approches, les bons outils, on peut garantir l'exactitude, l'explicabilité des solutions. Et surtout dans un cadre d'entreprise où on a vraiment besoin de vérifier l'information, d'avoir des informations fiables et surtout explicables. Et voilà. Merci Nadia pour cette présentation. Je passe la parole à Florian Barbaro, CEO de Uncover AI, que peu de gens connaissent. Bonjour à tous. Vous devriez voir le mot de présentateur, super. Bienvenue Florian. Donc pour compléter cette double vérification avec Keops. Exactement. Donc bonjour à tous et merci beaucoup pour me laisser intervenir dans ce webinaire. Donc je vais vous présenter Uncover AI qui va venir en complément de la solution Keops. Donc nous avons mis en place une solution efficace et écologique pour détecter les contenus générés par intelligence artificielle. Donc comme il a été dit précédemment, les modèles génératifs sont devenus largement disponibles et qui commencent à propager du contenu de faible qualité sur différents canaux. Et ça va poser 3 problèmes. Donc comme on l'a vu avec par exemple des CP ou des types de désinformation, il va y avoir énormément de pollution de l'information. Juste pour vous donner un chiffre, Gartner estime qu'en 2025, 10% de toutes les données auront été générées en 2025. Et ils estiment que, toujours pour cette même année, 50% des nouvelles données auront été générées. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir énormément de problématiques pour la détection de ce qui est humain et de ce qui est généré. Un deuxième problème, c'est la qualité du contenu. Une étude de McKinsey montre que au minimum 22% des employés l'utilisent de manière journalière. Et donc, se pose la question de qui fait le travail. Et ça peut être intéressant, par exemple, si vous faites appel à des cabinets de consulting et on vous fait payer un certain prix pour une durée de temps de travail et vous vous apercevez que 70% du travail a été effectué grâce à ChatGPT. Peut-être que vous aurez plus de mal à payer la somme d'argent qui vous est demandée. Et enfin, le troisième problème, c'est autour des préoccupations écologiques, car comme il a été dit, c'est très cher d'entraîner des modèles génératifs et de manière générale, les modèles de deep learning sont très gourmands. Et si on doit utiliser ce même type de modèle pour la détection, on va juste amplifier la problématique écologique. Et donc la question qui monte est comment peut-on distinguer de manière efficace et écologique les contenus générés par intelligence artificielle à ceux faits par des humains. Et donc nous avons mis en place une solution donc qui est basée sur un modèle que nous avons développé en interne qui ne nécessite pas de deep learning et donc qui n'a pas besoin d'entraînement ni de réglage fin et qui peut facilement s'adapter à de nouvelles langues et à de nouveaux types de médias, donc toujours sans entraînement ni réglage fin. Et donc tout cela permet une solution efficace et respectueuse de l'environnement. Et donc là, je vais parler d'un petit use case, par exemple un communiqué de presse qui aurait été publié par Apple sur son nouveau eSleep. Donc selon vous, est-ce un vrai communiqué? Et donc en fait, grâce à notre app, on peut donc là par exemple, on a utilisé notre extension Chrome pour détecter si le texte avait été généré. En fait, c'est un texte qui a été généré par ChatGPT et c'est pour ça que ça deviendra intéressant si on peut vérifier les informations et savoir est-ce qu'elles sont
valides ou non, en plus de savoir si elles ont été générées ou humaines. Et donc, c'est le point de notre prochain exemple. Donc, voici un article de Nice Matin. Donc, on voit bien que on a un article avec tous les codes de Nice Matin. Et donc, se pose la question, si par exemple cet article-là est publié sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens vont aller vérifier la validité d'une information? Et donc là, par exemple, nous avons un article qui est titré Découverte historique des puits de pétrole découverts au large de Nice. Et en fait, cet article, bon, comme vous en doutiez, a été généré avec Llama 3, donc qui est le dernier modèle de Meta. Et donc, ça nous permet déjà d'avoir une première labellisation du texte. Et donc, en partenariat avec Keops, on va être capable d'aller vérifier si cette information est fiable ou non. Et donc là, comme le met en avant la plateforme de Keops, elle permet de fact-checker cette information, et comme quoi le fait d'avoir découvert des puits de pétrole à Nice est totalement faux. Parce que nous pensons que, en plus de l'inscrire avec des certifications, la propagation d'une information sur par exemple les réseaux sociaux est plus forte que l'envie de certification, puisque les personnes vont interagir et propager une information plus par ce qu'ils voient. Et donc ça peut être très utile d'avoir une labellisation en temps réel, et c'est sur quoi on travaille avec Keops. Et donc voilà, et donc la vision à long terme pour Uncover, c'est vraiment d'avoir la plateforme globale pour tout type d'acteurs, que ce soit les citoyens, les entreprises ou les organisations gouvernementales, euh, pour détecter tout type de contenus qui ont été générés par intelligence artificielle et contribuer durablement à un monde plus sûr. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Florian. On va passer à la session questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module sur votre menu GoToWebinar. Je vais reprendre la main, vous montrer peut-être les prochains rendez-vous. Vous informer aussi que les prochains WebTech seront sur différents sujets, mais notamment autour de l'intelligence artificielle et le monde culturel, ou les industries culturelles et créatives. Ce sera un sujet qu'on va aborder. Il y a le Festival de Cannes du cinéma qui arrive, et donc on a voulu aborder ce sujet-là, puisqu'il bouleverse le métier de la production audiovisuelle en particulier. Et puis, d'autres sujets également à venir. Je vous invite à ouvrir votre caméra tous, si vous voulez bien. Et puis, j'ai une première question pour Bluecrest. Gaël, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Gaël. Gaël a dû partir. Ah, d'accord. Je suis là pour répondre si besoin. D'accord, ok. Question. Merci d'être présent en tout cas. Alors oui, c'est vrai. Je ne peux pas. Mon écran, donc. Je vais lire la question depuis mon écran. Alors, pour Bluecrest, donc, vous basez-vous sur des mails signés ou alors encryptés pour votre solution de vérification d'email? En fait, en quelque sorte, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de cryptage de l'email, de signature au sens signature électronique classique, comme on peut l'entendre. C'est par la technologie de Kix qu'on permet de rendre le mail vérifiable et de s'assurer qu'il n'a pas pu être modifié. Si un seul caractère a été changé, on va pouvoir le récupérer. Mais du coup, il n'y a pas de notion, entre guillemets, de signature électronique, au sens technique du terme, ni d'encryptage du document. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions, mais bon, je vais en poser une du coup peut-être à Florian. Comment est né, enfin, vous avez développé en interne, vous disiez, votre solution d'authentification de contenu. Comment est née voilà, cette solution? Comment vous l'avez développée? Avec quel fonds?
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et combien vous êtes chez Uncover AI d'ailleurs? Oui, alors en fait, si vous voulez, pour donner un contexte global, j'ai eu mon doctorat en juin 2022 à Paris 1 en mathématiques appliquées et analyse du langage naturel. Et après, je suis parti travailler aux États-Unis et on étudiait la désinformation pour le National Institute of Health, qui est l'équivalent du ministère de la Santé américaine. Et donc, on étudiait pour eux la désinformation liée au Covid et sa propagation sur les réseaux et l'Internet en général. Et en plus de ça, j'ai été élu par le département de la défense américaine comme le projet le plus innovant et qui mettait en place en fait une solution d'analyse massive des données, toujours sur les réseaux sociaux et Internet, de manière légère. Et donc ça a vraiment été la base de mon idée pour développer NCOVI, qui était de avoir le modèle le plus léger possible, tout en gardant une précision et être capable de contre-attaquer la désinformation qui puisse se développer sur les réseaux sociaux. Et donc, je m'étais aperçu que de plus en plus d'agents à titre personnel ou à titre étatique utilisaient les modèles génératifs pour propager ce type de désinformation. Et j'avais montré aussi qu'il était très facile de s'aider de ChatGPT, Bard, Mistral ou autres pour développer des argumentations de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer NCOVI en septembre 2023 et sur fond personnel quand j'étais aux États-Unis. Et après, je suis rentré en novembre pour me baser à Nice et développer la solution et l'entreprise. Et donc, on a commencé par le texte. Et on a sorti un modèle de détection d'images générées par intelligence artificielle en janvier qu'on a pu présenter au CES. Et là, on travaille sur l'audio et la vidéo. Voilà. Très bien, ok, merci. Vous avez des questions peut-être autour de la table pour Uncover AI ou pas? Non, pas de questions. Ok. Écoutez, il n'y a pas de questions non plus des participants, mais il est midi, c'est normal, c'est fini. Donc, je vous remercie vivement pour votre intervention. Je vous rappelle que votre WebTech est enregistré, sera mis à disposition des différents participants. Encore merci et n'hésitez pas à nous informer sur la suite de cette mise en relation d'ailleurs, hein, puisque préparant ce WebTech, sont nées des relations et des envies de collaborer, peut-être autour de projets collaboratifs à venir. Donc, on est ravis de cette information. Il y a une petite question qui arrive. Donc, merci. Merci pour les présentations et les cas d'usage. Merci beaucoup, plus. Donc, voilà, un grand merci. Voilà, vous avez les prochains événements qui s'affichent. Prochain webinaire très spécial sur la photonique. Hein. Vous savez que la fusion avec Optitech devient une réalité. Nous intégrons les technologies liées à la lumière et aux photos en particulier dans notre portfolio de technologies, dont l'intelligence artificielle qui fait l'objet de ce WebTech aujourd'hui. Et nous allons présenter les grandes lignes de la future roadmap photonique qui s'intègre et qui a une synergie évidente, je dirais, avec l'intelligence artificielle et notamment l'imagerie. Et puis, nous avons aussi d'autres événements présentiels que vous voyez. Le prochain, c'est le 21 mai, où justement, ce sera une rencontre cyber et y embarquée avec Renault Software Labs qui sera présent ce 21 mai à Toulon. Naval Group également, qui présentera les enjeux et ses besoins en cyber embarqué pour l'écosystème SCS, ce fameux GT photonique dont je viens de vous parler, qui sera en accès hybride, virtuel et présentiel dans la maison de la créativité et du design, la Tour Chalusset, en plein centre de Toulon. Et ensuite, en plein centre d'Aix-en-Provence, le prochain Micro Innovation Day, on va parler d'IA, mais surtout d'IA embarquée et de quel hardware, quelles innovations autour du hardware pour accueillir, je dirais, ces modèles IA pour qu'ils soient le plus performants, le plus écologique aussi, vous en avez parlé, Florian, c'est intéressant, possible, avec différentes interventions de différents grands comptes et moins grands comptes. Et puis enfin, une conférence sur IA et traitement de données qui devrait avoir lieu à Sophia Antipolis le 4 juillet,
Je vous recontacterai d'ailleurs, vous, certainement, pour que vous puissiez y participer. Voilà, un grand merci à tous et puis à bientôt. Merci. Merci, Merci, bonne très bonne journée. journée. Merci. Au revoir. Merci.